Nous reprenons nos travaux. Je souhaite la bienvenue au docteur Georges L'Espérance de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Vous aurez 10 minutes pour votre présentation et par la suite, nous procéderons à une période d'échange. Alors, je vous invite à vous représenter et à débuter votre exposé. Je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés de l'Assemblée nationale, l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation à cette commission d'études. Mon nom est Georges L'Espérance, président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. À titre de président, qui représente notre conseil d'administration, mon propos sera marqué par 3 sources. Toutes les questions du public et des patients que je reçois quotidiennement, les questionnements des médecins prestataires, et ma propre expérience comme neurochirurgien et médecin prestataire de l'aide médicale à mourir. En guise d'introduction, je tiens à souligner le remarquable travail du groupe transpartisan qui a produit le rapport sur l'évolution de la loi et à remercier du fond du cœur le ministre Dubé et son équipe d'avoir rapidement proposé ce projet de loi qui respecte les recommandations du rapport. Je remercie aussi tous les députés qui ont accepté de siéger sur cette commission et de faire un travail législatif de fond pour que l'élargissement de la loi devienne réalité. Et je tiens à rassurer M. le ministre ainsi que son équipe de petites fourmis à l'arrière que mon mémoire a été adressé hier vers 18 h, donc vous avez tous les aspects que vous voulez. N'étant ni législateur ni juriste, j'insisterai sur les aspects médicaux et pratiques en 3 sections, les notes explicatives, les articles du projet de loi et une réflexion essentielle sur la question du handicap. J'ai bien compris que tout ce que vous avez dit au début sur la question du handicap. Les notes explicatives, nous sommes totalement en accord avec l'exclusion temporaire des problématiques de santé mentale, bien que les troubles de santé mentale représentent une maladie réelle qui amène des souffrances réelles, parfois intolérables et résistantes à tout traitement. Le gouvernement fédéral a introduit l'exclusion de la santé mentale par C7 avec une clause dite crépusculaire qui prend fin au 18 mars 2023. Il faudra donc y revenir dans les prochains mois et élaborer avec les experts, les patients et les familles, les critères médicaux nécessaires pour l'aide médicale à mourir chez les personnes aux prises avec un problème de santé mentale grave, récidivant et résistant à toute thérapeutique. J'ajoute qu'il est essentiel de garder un interdit absolu et définitif sur les personnes vivant avec un déficit intellectuel qui ne leur permet pas d'exercer leur libre arbitre. Deuxième point, l'inclusion des infirmières praticiennes spécialisées. Nous nous réjouissons au plus haut point de cette modification qui haussera les Québécois au même niveau d'accessibilité que tous les Canadiens, non seulement en région éloignée, mais aussi en plein centre-ville de Montréal. Il y a aussi les IPS en pratique extérieure, comme dans les organisations de soins palliatifs du Grand Montréal. Pour donner un exemple, je crois qu'elles devraient être incluses et non pas simplement limitées aux infirmières, aux IPS qui travaillent uniquement en milieu hospitalier. Enfin, l'inclusion des maisons de soins palliatifs, nous sommes très heureux de cette précision du ministre qui corrige ainsi une anomalie de la loi 2 introduite en 2014 pour faciliter l'adoption de la loi. Plusieurs maisons de soins palliatifs ont depuis révisé leur position et c'est heureux. L'aide médicale à mourir est un acte médical et doit être reconnu comme tel par les maisons de soins palliatifs dont la plupart, sinon la totalité, bénéficient d'un financement public de l'ordre de 70 % selon les données disponibles, ce qui en fait des établissements publics. Et comme plusieurs de mes collègues, j'ai eu à évaluer des patients en maison de soins palliatifs et j'ai dû expliquer aux demandeurs et à sa famille que nous devions le sortir le jour ou la veille du soin, mourant ou très détérioré, parfois en hiver, souvent, et le transporter en ambulance à l'hôpital, loin des soignants qui l'avaient soutenu pendant des semaines. Je passe maintenant aux articles du projet de loi et mes commentaires seront en référence à la numérotation des articles du projet de loi 38. Il est implicite que ne sont pas mentionnés les articles avec lesquels nous sommes en accord complet. Donc, l'article 9, maison de soins palliatifs, nous proposons de donner 6 mois de délai aux administrateurs et au personnel soignant pour actualiser. Article 13, excusez-moi, modification aux articles 26 et 27 de la loi 2. À 26, troisième, garder l'inclusion du terme handicap neurolocomoteur, j'y reviendrai à la fin. 27 et 27.1, le tiers signataire qui indique ne peut avoir un intérêt financier dans le patrimoine. Nous avons parfois affaire à des personnes seules ou des couples seuls, sans enfants ni famille. Cela peut être un problème pour nos patients. Rares sont les personnes qui ont un patrimoine très important.
Et souvent, le demandeur n'a qu'une personne qui hérite de ses biens, la plupart du temps modeste, tel un appartement, une petite maison ou un chalet, et un restant de bilan financier. Je ne suis pas juriste, mais pourquoi ne pas ajouter le terme, ouvrez les guillemets, intérêt financier significatif? Tout clinicien et juriste pourra comprendre ce que signifie le terme significatif. L'article 15 du projet de loi, modification de l'article 29, encore une fois, handicap, je vais y revenir un peu. Article 16 du projet de loi, ajout à l'article 29 de la loi 2. Nous suggérons de faire deux sections distinctes afin de clarifier l'énoncé de la loi, tant pour les médecins que pour les demandeurs. Première section, disposition en regard de la formulation de demande anticipée, les articles 29.1 à 29.10. Et deuxième section, disposition en regard de la mise en œuvre de la demande anticipée, des autres articles. Nous proposons aussi quelques commentaires sur les articles de cette section. 29.2, deuxième alinéa. Nous sommes d'accord avec cette formulation et ça répond un peu aux questions des intervenants précédents. La liste des symptômes ou signes ou conditions que le demandeur pourrait suggérer devra relever d'un guide de pratique et non pas être dans la loi. Un guide de pratique à élaborer par un comité ad hoc de médecins, IPS, travailleurs sociaux, représentants de demandeurs, par exemple la Société Alzheimer. Ce guide ne devrait servir que de feuille de route en quelque sorte afin d'aider nos patients. Le reste de 29.2 est impeccable au plan clinique et facilement gérable. Je comprends de 29.4 que le ministre se veut moins catégorique que le rapport du comité transpartisan et n'oblige pas à la nomination d'un tiers de confiance. Cela répond à des objections faites par des membres de l'association, même si cet intermédiaire paraît souhaitable en ce qui me concerne, et ce afin de veiller aux intérêts exprimés du demandeur. 29.6. Si cet article, et là c'est vraiment c'est vraiment parce que je ne suis pas juriste, si cet article signifie qu'il n'y a pas d'obligation d'acte notarié, mais seulement une déclaration devant témoin, je suis d'accord, car la question des coûts d'un notaire revient régulièrement dans les renseignements qu'on me demande. Et la même remarque que je faisais plus haut sur les tiers avec intérêt financier significatif s'appliquerait ici aussi. 29.15, deuxièmement, afin d'éviter toute ambiguïté, plusieurs membres du conseil d'administration suggèrent d'ajouter la précision suivante au début de la phrase, ajouter « dans le cas d'une personne encore apte, virgule, tout refus de recevoir, etc. » Tout le reste de cet ajout de 29 apparaît très pertinent et satisfaisant à une seule interrogation près. Je comprends que le tiers de confiance avertit l'équipe soignante et c'est très bien. Par contre, s'il n'y a pas de tiers de confiance, le mandat de vérification revient aux professionnels de la santé, ce qui revient à placer dans les mains d'un seul intervenant une décision éminemment personnelle. Et il y a ici un risque d'aveuglement volontaire. Afin de protéger les droits du demandeur, nous suggérons d'ajouter que la demande anticipée d'aide médicale à mourir versée au registre soit obligatoirement revisitée aux 6 mois par 2 professionnels de la santé, indépendants l'un de l'autre, bien sûr, s'il n'y a pas de tiers. Article 17, substitution de la loi 30. À 30.1, nous suggérons de clarifier ce point en ajoutant à la fin de la phrase, et la phrase se termine par du refus de recevoir cette aide manifestée, par la personne encore apte. On suggère d'ajouter encore apte ici. Ne pas indiquer cette précision reviendrait dans certains cas à nier la demande anticipée. 30.2, faire une précision s'il s'agit d'un refus chez une personne encore apte et l'autre situation d'une personne qui est devenue inapte, auquel cas la modification suivante viendrait s'ajouter, c'est-à-dire qu'à 30.2, nous suggérons d'ajouter ici l'équivalent de l'article 241.2, 3.3 du Code criminel canadien sur le renoncement au consentement final, ce qui revient aussi à une discussion précédente, cet article dit « Précision, il est entendu que des paroles, des sons ou des gestes involontaires en réponse à un contact ne constituent pas une manifestation de refus ou de résistance pour l'application. » Dernier point, l'article 23, les modifications de l'article 39 qui porte sur la commission des soins de fin de vie. Honnêtement, je me demande qu'est-ce qui justifie l'ajout de 2 membres de plus à la commission et pourquoi ne pas plutôt réduire la commission des soins de fin de vie à des cliniciens actifs seulement, même s'ils sont retraités, médecins et IPS, et à du personnel administratif compétent en statistique. En plus, une question de coût. Les articles 24 à 36 du projet de loi 38 ne sont pas de notre ressort. Je prends quelques minutes pour faire un peu de pédagogie, comme disait M. Marissal.
Je tiens ici à remercier pour la question du maladie, handicap et infection. Je remercie sincèrement le ministre d'avoir été à l'écoute des demandes de l'ensemble des médecins prestataires, à l'ensemble de mes collègues prestataires et aussi de quelques appels que j'ai reçus du public. Je ne peux que déplorer le retrait de cette modification. Et je fais ici quelques mots. Je m'en tiendrai à quelques précisions et à titre de médecin et particulièrement de neurochirurgien, car ce sont souvent ces cas qui ont été mis de l'avant comme exemple. L'argument avancé que la question du handicap n'a pas été discutée ne correspond pas à la réalité. En tout respect et avec égard, je m'inscris en faux contre cette affirmation pour des raisons factuelles élaborées dans le mémoire. Toute maladie peut conduire à un handicap, temporaire ou permanent, mais à l'inverse, tout handicap provient d'une maladie, que ce soit in utero, à l'accouchement, pendant l'enfance, suite à un traumatisme. Et l'exemple qui est souvent donné, celui du blessé médulaire, quadriplégie ou paraplégie, mais qui a souffert par définition d'un traumatisme ostéomédulaire avec compression de la moelle, ischémie subséquente, souvent hémorragique et contusionnelle. Donc, c'est une maladie ischémique comme un infarctus. Alors, je reprendrai aussi à titre d'exemple le paragraphe 310 de la décision Baudouin, où Mme la juge écrivait M. Truchon et Mme Gladu désirent qu'on leur reconnaisse le choix de décider pour eux-mêmes. Agir autrement peut conduire à discriminer les personnes handicapées compte tenu de leur seul handicap. Merci beaucoup, docteur. Et suis disposé à répondre à vos questions avec plaisir et au meilleur de ma connaissance. Merci beaucoup pour votre exposé, docteur L'Espérance. Alors, Monsieur le ministre. Écoutez, vous êtes pas légiste, mais vous êtes très clair. Je vais vous dire de votre allocution qui fait le point sur plusieurs des articles. Je pense que c'est exactement ce qu'on a demandé ce matin. Ce qui m'apparaît très clair, puis je veux que les Québécois comprennent bien, il y a eu une commission qui a passé plus de 200 heures pour arriver à des grandes conclusions. Le défi de nos légistes, ça a été de mettre ça dans un projet de loi. Puis là, vous arrivez à un moment donné, vous dites, je veux juste m'assurer que nos objectifs qu'on avait dans la commission sont bien reflétés dans le projet de loi. C'est exactement ce que vous venez de faire. On a une petite différence sur la question des handicaps. Je ne m'y attarderai pas, mais je pense que ce matin, on a clarifié la raison pour laquelle ça a été fait. Je pense qu'on a besoin d'avoir un consensus. Ce n'est qu'une autre étape. Je veux juste faire ce commentaire-là parce que je suis d'accord avec l'essentiel de ce que vous venez de dire. Puis une précision que je ferai, c'est pas ma commission, c'est pas mes recommandations. Personnellement, c'est tout le travail qui a été mis ensemble par toute cette équipe-là. Puis j'apprécie vos points, mais c'est tout le travail de tout le monde. Alors, merci beaucoup d'avoir eu la rigueur de faire ce que vous venez de faire. J'apprécie beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à la députée de Roberval, Monsieur le Président, si vous êtes d'accord. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Docteur L'Espérance, d'être avec nous ce matin. Vos éclaires, votre discours est très porteur pour nous, pour la suite des choses, pour nous et pour les gens là, qui auront et qui demanderont dans les prochains mois, dans les prochaines années, l'administration de l'aide médicale à mourir. On entend bien votre demande pour la suite des choses et on espère aussi, là, en tant que groupe parlementaire, vous savez, c'était une commission transpartisane et cet aspect-là est très important. C'est le reflet de notre société. Donc, on va continuer à travailler sur cet aspect-là. Maintenant, en quoi la proposition du projet de loi quant aux demandes anticipées vous permet-elle d'envisager une mort digne pour les gens qui auront accès à l'aide ou qui demanderont l'accès à l'aide médicale à mourir anticipée? Bien, en fait, la réponse vient de ce que nous demande la population, puis certainement les gens que vous allez entendre, à savoir qu'à partir du moment où un diagnostic est donné, et ça, c'est une condition sine qua non, en tout cas en ce qui me concerne, et donc, les gens savent comment évolue leur maladie. C'est vrai pour l'Alzheimer, avec les stades qui ont été décrits, mais c'est tout aussi vrai pour les autres pathologies neurodégénératives. Parkinson, généralement, c'est un petit peu plus long, les démences à corps de Louis. Les démences vasculaires, c'est souvent un petit peu fluctuant et plus long, mais on sait toujours très bien où ça va aller, où est-ce que ça va aboutir. Et bon, le temps peut être plus ou moins long, mais c'est ça que les gens ne veulent pas. Et je suis convaincu qu'il n'y en a aucun de vous qui est autour de la table, là, ou dans votre salle, Marois,
qu'il n'y a aucun de vous qui veut se voir coucher en chien de fusil dans un lit à la fin de ses jours sans savoir où est-ce qu'il est. Et c'est à ça qu'il faut répondre. C'est à ça qu'appartient la dignité. Actuellement, les gens qui ont un tel diagnostic, vous le savez, peuvent obtenir l'aide médicale à mourir. On en a tous fait quelques-uns. Mais ils sont encore aptes, comme Mme Sandra de Montigny, qui est dans les médias. Alors, Sandra, elle pourrait avoir l'aide médicale à mourir maintenant, mais va perdre quelques mois, même une année ou deux, de vie encore intéressante avec ses proches. Et c'est ça qu'est la dignité, c'est-à-dire de savoir que lorsque je ne serai plus apte, je ne veux plus vivre dans un état, je ne veux pas vivre dans un état de déchéance qui, de toute façon, va se produire parce que c'est comme ça qu'évolue la maladie, particulièrement l'Alzheimer, mais les autres types de démence aussi. Donc, la dignité, elle est là. Pas souvent dans les souffrances physiques, parce que c'est souvent aussi un des arguments qu'on entend, bien, comment on va faire pour évaluer la souffrance physique? Il n'y en a pas beaucoup. Il peut y en avoir, par exemple, des plaies de lit, etc., etc. Mais c'est surtout la souffrance existentielle qui vient auparavant. J'ai vécu pendant 70, 75, 80 ans avec ma propre personnalité, avec mon éclairage, avec ma famille, mes proches, avec mon projet de vie. Et je ne veux pas que les 5, 6, 7 dernières années de ma vie, je sois devenu une autre personne qui n'a plus du tout la même personnalité que j'ai eue pendant toute ma vie. Et c'est ça la dignité. Je ne veux pas me retrouver dans cet élément-là. Et ça, c'est une souffrance existentielle qui, bien entendu, est anticipée. Elle est faite avant que la personne devienne inapte. Et là, on entre encore une fois dans tout le débat de la soi-disant démence heureuse. Je pense que, vous le savez, vous avez tous été dans la commission auparavant. On en a parlé aussi. Je ne suis pas du tout, je ne crois pas que ça existe, la démence heureuse, pas plus que certains neurologues qui sont versés là-dedans. Mais c'est toute la question de la dignité, c'est la question de savoir qui étais-je ou qui ai-je été pendant toute ma vie et qu'est-ce que je ne veux pas vivre dans mon existence en bout de ma vie parce que je ne serai plus moi-même. La question est là. Et la dignité, elle est là, à mon avis. Donc, pour vous, la démence heureuse, si la personne le définit bien, il n'y a pas d'enjeu à avoir accès à l'aide médicale à mourir? Non, il y a même la maître Jocelyn Downey, qui travaille beaucoup avec la CAMAP au Canada anglais, avait dit pourquoi simplement ne pas indiquer dans les critères, par exemple, si on me donne un diagnostic de démence heureuse, je veux tout de même obtenir l'aide médicale à mourir. Ça pourrait très bien faire partie des critères. Et je reviens aussi, parce que là, ça a été la question, quels vont être les critères? Je ne pense pas du tout que ça doit être dans un projet de loi, ça doit être dans un guide de pratique. Et ça pourrait très bien faire partie, par exemple, article numéro 25 du guide de pratique. Si tout le monde s'entend pour dire que le patient est dans une démence heureuse, non, moi je coche ça, je ne veux pas même me rendre à la démence heureuse. Ça pourrait être un exemple. Et un guide de pratique qui serait élaboré par un groupe de médecins. J'aimerais vous entendre plus sur justement ce guide de pratique-là. Bon, on est obligé d'aller vite comme ça, mais c'est écrit dans le mémoire. Guide de pratique, médecins, IPS, travailleurs sociaux qui sont très, très impliqués. Et des gens comme la Société d'Alzheimer, Mme Gaillard, je le connais, je l'ai vu quelques fois, là, elle est très pertinente. Et pourquoi pas aussi peut-être des gens de votre honorable Assemblée, mais en fait des gens qui sont habitués de travailler dedans et faire un guide de pratique. Ça peut être relativement simple lorsque je serai plus capable de vivre seul ou lorsque je serai plus capable de me laver moi-même ou etc., etc., etc. Tout ce qui a déjà été dit. Mais la démence heureuse pourrait faire partie de ce type de critères. Et là-dessus, j'appuie Maître Downey beaucoup. OK. Une dernière question avant de passer la parole à mes collègues. Pour moi, on a entendu tout à l'heure qu'il pourrait avoir une difficulté sur le terrain parce qu'en pratique aussi, sur le terrain, il faut voir comment ce sera applicable. Il pourrait y avoir une difficulté sur le terrain versus le médecin numéro 1 qui soigne, qui traite le patient, versus le médecin numéro 2 qui va administrer l'aide médicale à mourir. Vous voyez ça comment, ce processus-là, entre les deux médecins?
Bien, écoutez, on fonctionne déjà comme ça. Hein. Il y a des médecins traitants, par exemple, dans les unités de soins palliatifs ou les unités de gériatrie, et il y a qui transmettent la demande d'aide médicale à mourir, mais qui ne veulent pas s'impliquer. C'est parfait. Moi, je le fais très régulièrement avec des gens de soins palliatifs, et donc on rencontre le patient. Alors, en ce qui concerne les patients avec une altération de leur faculté cognitive, à mon avis, le processus revient au même, c'est-à-dire que le médecin prestataire, lui, pourra prendre connaissance du dossier, rencontrer le médecin traitant qui s'occupe du patient, que ce soit en CHSLD, que ce soit n'importe où, et puis, par la suite, procéder, bien sûr, après avoir rencontré la famille, s'il y en a, ou les proches, s'il y en a. Sincèrement, pour moi, ça ne pose pas un gros problème. Le problème, c'est, je crois qu'il y a un article de loi, mais je ne suis pas certain d'avoir bien compris, je ne suis pas juriste, encore une fois. Il ne faut pas mettre en lien la demande d'aide médicale à mourir anticipée faite par le médecin à ce moment-là, en lien obligatoire avec le moment de l'aide médicale à mourir, parce que là, ça peut être 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard. Un moyen d'abord, premièrement, c'est un écrit, donc un écrit a quand même valeur. Puis deuxièmement, il y a aussi une suggestion qui a été faite d'utiliser les moyens vidéographiques. Et pourquoi pas, avec le médecin qui évalue le patient lorsqu'il est apte, qui sert de genre de témoignage ou de testament pour plus tard. Parce que ce médecin-là, qui a évalué le patient au départ, il a peut-être pris sa retraite, il est peut-être parti ailleurs, il est peut-être décédé. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, parfaitement, merci. En tant que neurochirurgien, est-ce qu'il y a des personnes souffrantes présentement au Québec qui ne sont pas admissibles pour recevoir l'aide médicale à mourir, mais qui, selon vous, devraient l'être pour la suite des choses? Bien, il y en a tous les patients qui ont des pathologies comme l'encéphalopathie néonatale. Mais honnêtement, c'est là où le Collège des médecins et nous tous, on a le même malaise. C'est que le Code criminel le permet et le Collège des médecins nous a tous assuré, nous les médecins prestataires, que si on suit le Code criminel, bien, de toute façon, on n'aura pas d'ennui avec le Collège. Mais il reste que pour des plus jeunes médecins, moi je suis un vieux, pour les plus jeunes médecins, et puis pour ceux qui sont un petit peu plus frileux, disons, bien là, ils se sentent coincés, puis ils ont peur d'avoir une lettre de la Commission des soins de fin de vie, et c'est pour ça qu'on demande de régler cette histoire-là d'harmonisation entre maladie, handicap et affection. Mais sinon, honnêtement, il y a des patients qui ne sont pas acceptés dépendant du médecin qui va les voir, et d'autres qui vont être acceptés. Parfait, merci. Je vais passer la parole à mes collègues. J'aurai d'autres questions si jamais, mais je passe la parole à mes collègues. Allez-y. Merci, M. le Président. Merci. Docteur L'Espérance, votre exposé au départ était hyper intéressant. J'aimerais juste que vous nous réexpliquiez, que vous élaborez davantage par rapport à... Vous avez fait certaines distinctions quant au refus. Vous avez fait 2 distinctions. Si le patient démontre une résistance, pouvez-vous juste nous élaborer un petit peu plus ou bien nous expliquer votre cheminement? Oui, ça m'a été amené par des membres du conseil d'administration qui étaient craintifs que lorsque l'on parle du refus, bien que finalement, on ferme le dossier. Puis, alors, c'est pour ça que j'ai parlé d'avoir 2 sections. Lorsque le patient est apte, toute la mise en place des demandes anticipées. Puis deuxièmement, lorsque le patient, c'est le temps de le mettre en application. Et là, forcément, si on fait ça comme ça, dans cette 2e section, les articles de loi s'adresseront à des patients qui sont devenus inaptes. Si le patient est devenu inapte, il ne peut plus refuser par définition. La seule façon de refuser, à ce moment-là, c'est par des gestes, par des refus, etc., etc. Et c'est pour ça que je dis, moi, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas la clause d'exclusion du Code criminel qui dit, lorsqu'on approche un patient, bien, qu'un bruit, qu'un grognement ou qu'un mouvement ne veut pas dire que le patient refuse l'aide médicale à mourir, parce que c'est ça qu'on fait face chez les patients qui, pour le moment, là, chez les patients qui n'ont plus leur conscience. Par contre, si le patient refuse et qu'il est encore apte, bien, la question ne se pose pas. Il est encore apte, donc c'est son droit de refuser. Si le patient refuse, mais qu'il n'est plus apte, bien, on tourne dans le carreau numéro 1, à savoir que s'il n'est plus apte, c'est pour ça qu'il a fait sa demande anticipée. Donc, je trouvais qu'il y avait ici un peu disons, je ne sais pas trop comment dire ça, il y a un petit peu un imbroglio dans les articles de la loi, de la façon dont ils sont décrits et, honnêtement, de la façon dont je les comprends. Peut-être que je les comprends mal.
Ça m'amène à une petite question. Advenant où un patient manifeste un refus Oui. qu'il est apte, est-ce que selon vous, on devrait réouvrir la possibilité dans un certain temps ou à un certain moment ou on le garde fermé? J'ai bien compris votre question. Vous dites si le patient est apte. Mais si le patient est apte et qu'il refuse, ben ça s'arrête là, sauf si le patient revient plus tard en disant, ben écoute, finalement, j'ai encore une fois changé d'idée, puis je le redemande. Ben oui. Mais une fois que si le patient est apte et qu'il refuse, c'est son droit le plus strict de fermer les dossiers. De la même façon qu'actuellement, un patient peut nous dire, ben écoutez, moi, l'aide médicale à mourir, j'ai prévu ça pour le 24 juin cette année. Puis le 22, il m'appelle, puis il dit, ben non, écoutez, savez-vous, je vais passer l'été. Ça m'est arrivé, puis c'est arrivé à d'autres collègues. Et puis, ben voilà, c'est comme ça qu'on fait. On garde la demande ouverte, mais si le patient dit, alors qu'il est apte, je ne veux plus faire ça, parfait, très bien, on ferme le dossier. Merci, j'ai plus de questions. Petite Roberval. Oui, merci. Je voudrais vous entendre sur l'obligation que les maisons de soins palliatifs auront d'offrir l'aide médicale à mourir. On sait qu'il y a un contexte où, présentement, on a une trentaine de maisons de soins palliatifs. Il y en a qui, de façon volontaire, ont accepté d'administrer l'aide médicale à mourir. Il y en a d'autres qui n'acceptent pas d'administrer l'aide médicale à mourir pour plein de raisons. J'aimerais vous entendre sur cette obligation-là parce qu'on sait qu'il y en a qui ont des contraintes. J'aimerais vous m'en dire un peu plus là-dessus. Ouais, au tout début, la grande majorité des maisons de soins palliatifs ont refusé parce qu'elles faisaient partie de l'Alliance des soins palliatifs. Soyons clairs, je suis chirurgien, on va être précis, c'est beaucoup le lobby religieux catholique. Et de un. Et de deux, plusieurs de ces maisons-là, et entre autres, je souligne que la maison Aline Chrétien, qui a ouvert à Shawinigan juste après le début de la loi, a d'emblée accepté les aides médicales à mourir. D'autres maisons l'ont fait progressivement, et même cette année, la maison de Michel Sarrazin à Québec, qui est un peu un chef de file. Certains nous disent que des médecins sont mal à l'aise, ça peut être vrai. Certains nous disent que c'est les administrateurs, ça peut être vrai. On sait par en dessous que c'est beaucoup en question du financement qui vient parfois, sinon souvent, de communautés religieuses. Et je vais vous donner un seul exemple, l'unité de Marie-Clarac, qui est une magnifique unité de soins palliatifs tenue par des religieuses qui, au départ, étaient favorables, mais qui ont eu un ordre d'en haut, choisissez en haut qui vous voulez, là, de ne pas offrir l'aide médicale à mourir. Et donc, ça, je trouve ça inadmissible, ne serait-ce que pour un point de vue d'équité du public. Toutes ces maisons-là reçoivent, et j'ai fait mes petites recherches, ce que ça vaut, comme ils disent, sur l'Internet, et à peu près, toutes les maisons ont à peu près 70 de financement public. Mais dans mon esprit à moi, 70 de financement public, ça en fait un établissement public, exactement comme ce qui est écrit dans la loi. Et l'autre élément, puis je dirais le plus important, et je vais vous dire, je me suis fait dire la même chose par des médecins et du personnel soignant, Marie-Clarac, pas plus tard que la semaine dernière, c'est, je vais choisir un bon terme, inhumain de sortir des patients en plein cœur de janvier pour obtenir l'aide médicale à mourir, les amener dans une petite chambre d'hôpital à 24 heures d'avis, en jaquette, alors qu'ils étaient dans une chambre spacieuse, confortable, avec du personnel qu'ils connaissaient, avec lequel ils étaient habitués. Et je l'ai fait à quelques reprises, je ne suis pas seul, d'autres l'ont fait, et c'est inadmissible du point de vue du patient. Alors, non, puis c'est un choix. Pardon? Merci beaucoup, Dr. L'Espérance. Monsieur le député de Darcy-Mégy, c'est à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, le Dr. L'Espérance. Votre présentation a été aussi éclairante et importante que lorsque vous étiez devant notre commission spéciale. Alors, je vous remercie beaucoup. J'avais des questions sur le soin palliatif, mais compte tenu de vos réponses, je vais tout simplement noter l'importance et la pertinence de vos réponses. Ils vont nous aider dans nos réflexions en études détaillées, j'en suis sûr. Lors de vos interventions sur l'article 13 de la loi, qui touche à 26 et 29, vous avez parlé d'une question qui me préoccupe aussi, la possibilité d'écarter des tiers aux causes d'une
intérêts financiers conflictuels en quelque part. Vous allez comprendre, j'imagine, que d'aborder la question, c'est pour assurer d'une autre façon, mais très nécessaire, un dérapage possible, un membre d'une famille non bienveillante, etc. Il y a des risques, je crois qu'on va en convenir. Par contre, je partage votre préoccupation, surtout quand on veut parler de l'équité de l'offre, si je peux me permettre le mot, à l'accès médical à mourir. Et il y a des gens en situation très difficile où même d'identifier un tiers va être pas facile. Alors, l'idée d'écarter des tiers, sauf pour des raisons très, très nécessaires, serait problématique. Je vous suis là-dessus. À part, vous avez suggéré un petit libellé, le mot significatif. Est-ce que vous avez d'autres suggestions pour assurer qu'on fait le pont entre l'idée d'écarter la possibilité d'un dérapage pour une raison pas noble, mais de protéger l'accès à un tiers pour tout le monde en région, malfortunés, qui vivent seuls et tout ça. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous proposer à ce sujet-là? Bien, écoutez, on peut tourner ça dans tous les sens, mais si on prend, par exemple, et merci beaucoup de votre question, d'ailleurs, ça me fait plaisir de vous revoir, ainsi que vos collègues Marie-Salle et Mme Yvon. On peut tourner ça dans tous les sens, mais si on prend un soignant, bien, on pourrait dire aussi qu'il y a un intérêt, mais par exemple, en CHSLD, je ne vois pas du tout quel conflit d'intérêt pourrait avoir une aide-soignante ou un aide-soignant qui s'occupe de la personne depuis des mois et de temps en temps, on les voit signer comme témoins. Maintenant, c'est permis. La question de la personne avec un intérêt, c'est sûr, je comprends très, très bien les difficultés, mais honnêtement, là, tous les gens qu'on voit, là, il n'y en a pas beaucoup qui ont des millions en banque pour disons, susciter une demande d'aide médicale à mourir. Sincèrement, c'est mon expérience à moi, mais je suis pas mal certain que c'est la même chose pour plein d'autres. Le patrimoine de ces gens-là est la plupart du temps très restreint. C'est pour ça que j'ai mis significatif. Écoutez, depuis 2014, 15 plutôt, 2016, on a fonctionné avec le terme de mort naturelle raisonnablement prévisible, sans que personne sache ce que voulait dire raisonnablement, puis on s'est accommodé de cela. C'est pour ça que j'ai pris le terme significatif, mais j'ai pas d'autres idées qui me viennent en tête pour ça. Est-ce qu'on pourrait dire une personne significative d'intérêt? Honnêtement, je dirais que ça appartient peut-être plus à des législateurs ou à des juristes de faire ça, mais dans la majorité des cas, on a affaire à des gens qui n'ont pas beaucoup de proches, ou quand ils en ont, il n'y a pas d'intérêt financier. Écoutez, je vais mourir puis je laisse mon appartement ou mon chalet. Bon, Pour revisiter brièvement la question de refus, qui est en quelque part presque un oxymoron de dire à une personne inapte, je vous suis, que je refuse de façon éclairée le traitement que j'ai demandé quand j'étais apte. Je vous suis là-dessus. Est-ce que vous avez des inquiétudes en ce qui a trait à l'applicabilité de notre projet de loi dans cette instance-là? Et je parle du comportement des médecins qui vont se trouver peut-être devant quelqu'un qui manifeste un refus. Précision, je comprendrais que de passer à l'acte, il y aurait un premier genre d'injection anti-anxiolytique qui pourrait peut-être pallier une réaction qui est tout simplement réflexive. Alors, est-ce que vous avez des inquiétudes sur le plan implantation et sur la capacité de chaque médecin obligé de passer à l'acte de poursuivre l'affaire si cet refus se manifeste en quelque part? Bien, s'il y a un refus très fort, effectivement, il y a la question d'une sédation par la bouche. Je suis dans le sens de suivre, là, tout à fait d'accord avec ce qu'avait dit M. Marie-Salle tout à l'heure, que les contentions, non, ça serait un peu trop, là. Mais une sédation par la bouche, comme ça se fait d'ailleurs tous les jours dans tous les CHSLD, dans les unités de gériatrie, pourrait très bien être acceptable.
La question de savoir est-ce que des médecins seraient mal à l'aise de procéder devant une personne qui réagit dans tous les sens, oui, je crois que oui, mais avec une sédation, la problématique se pose beaucoup moins, une sédation légère, la problématique se pose moins. La question qui se pose un peu plus, c'est peut-être qu'elle vous a été posée, c'est est-ce que plusieurs médecins seraient mal à l'aise de procéder à l'aide médicale à mourir chez un patient qui a fait ses demandes médicales anticipées et qui arrive à un moment donné où il n'est plus apte et on n'est plus devant une personne qui peut nous regarder dans les yeux. Mais plusieurs de mes collègues, lorsque nous discutons sur le forum médical confidentiel, là, se disent tout à fait à l'aise avec ça. C'est vrai qu'il y a probablement des médecins qui seraient moins à l'aise, mais je pense qu'on est tous là pour nos patients et nous tous qui faisons la promotion de ces demandes anticipées pour des raisons que tout le monde connaît, là. Bien évidemment, nous devons, excusez-moi, faire suivre les babines avec les bottines ou le contraire, faire suivre les bottines avec les babines, de savoir qu'il faut si on accepte ça, qu'il faut le faire, bien, il faut procéder en toute compassion, en toute empathie chez un patient qui est devenu complètement inapte, qui n'est plus du tout la même personne qu'elle était lorsqu'elle a fait sa demande. Merci. En ce qui a trait à votre recommandation que la demande anticipée soit revalidée et rediscutée avec l'équipe ainsi qu'avec l'individu apte qui aurait fait la demande, est-ce que vous n'avez pas des préoccupations une autre fois sur le plan implantation, que ça risque difficile? Pas, j'imagine, pour la personne devant un diagnostic où l'horizon risque d'être restreinte et on risque d'avoir, selon ses voeux, passer à l'acte dans une période de même 8 à 12 mois. Mais est-ce que c'est réalisable, de votre avis, pour quelqu'un où l'horizon peut durer jusqu'à 10 ans, même plus, entre la demande et la nécessité de passer à l'acte? Peut-être que je me suis mal exprimé, je m'en excuse. La question de la revision aux 6 mois, c'est lorsque la personne est devenue inapte ou qu'elle est beaucoup moins apte, mais qu'elle n'a pas encore atteint tous les degrés qu'elle avait indiqués au tout départ. Par exemple, elle n'est pas encore complètement incontinente, je donne un exemple, mais elle est devenue inapte et qu'elle n'a pas de tiers, elle n'a pas un tiers significatif pour avertir l'équipe traitante. À ce moment-là, la décision revient à l'équipe traitante et donc à un médecin qui va évaluer le patient puis qui peut très bien dire, bon, ben le patient n'est pas rendu à l'étape qu'il disait. Et c'est là où je parle d'aveuglement volontaire. Il peut très bien poursuivre cette négation-là pendant longtemps. Et c'est pour ça que je suggère que dans une telle condition, un patient qui est devenu inapte, mais qui n'a pas encore atteint tous les stades qu'il avait mis au départ et qui n'a pas de tiers significatif pour faire la précision, de dire, bien là, il faudrait que la demande soit revisitée aux 3 mois, 4 mois, 6 mois. Là. J'ai mis 6 mois parce que c'est rare que ça se détériore à toute vitesse. Merci. Je comprends les précisions qui sont assez... c'est pas une petite nuance. Mais ma question, donc, va se poser quand même. Est-ce que vous avez des inquiétudes sur le plan faisabilité dans les conditions que vous venez de clarifier? Que la demande soit revisitée? Que ça soit faisable de façon équitable partout au Québec, que ça soit revisité à chaque 3-6 mois dans les conditions que vous venez de clarifier. Bien, en général, on s'entend que les patients rendus à ce stade-là sont vraiment, soit sont en institution ou encore ils sont plus chez eux. Faisabilité, oui. Sincèrement, je ne vois pas la difficulté, mais peut-être que j'ai quelque chose que je ne vois pas bien, là, mais je ne vois pas trop la difficulté. De la même façon qu'actuellement, tout patient qui arrive à l'urgence, le médecin a l'obligation d'aller voir dans le DSQ si le patient n'a pas fait ses directives médicales anticipées. C'est une obligation légale. Merci, M. le Président. Nous allons poursuivre avec le député de Rosemont. Oui, merci, M. le Président. Docteur L'Espérance, c'est un plaisir réciproque de vous revoir et de vous entendre. C'est toujours aussi clair. Est-ce que vous iriez aussi loin que de dire qu'une maison de soins palliatifs qui est financée à une hauteur X ou Y de fonds publics devrait nécessairement offrir le soin, à défaut de quoi elle perdrait son financement public? C'est ce que vous dites?
Oui, allons-y directement, oui. Avec un délai pour qu'il puisse s'installer. Avec quoi? Avec un délai pour que la maison de soins palliatifs puisse changer ses règles au conseil d'administration et parmi les soignants. J'en prends bonne note pour la suite de nos travaux. Je suis pas mal à la même place que vous sur la question de l'intérêt financier de la personne tierce. Il y a un problème très évident que je vois là-dedans, c'est que une personne, qu'elle soit très, très riche ou pauvre comme Job, peut avoir dans son entourage une seule ou deux seules personnes qui seront d'accord pour jouer ce rôle. Oui. Ben, s'il se trouve que c'est son conjoint ou sa fille, nécessairement, il y a un lien financier. Il n'y a pas nécessairement un intérêt financier. Alors, je suis comme vous, je prends note que vous suggérez quelques façons de contourner ça. Vous avez donné quelques suggestions tout à l'heure. Par ailleurs, puis je reviens sur un sujet dont on a parlé avec le groupe juste avant vous, les Sociétés d'Alzheimer du Québec. Vous avez une position divergente à la leur concernant la démence heureuse. Oui. Oui. Comment on règle ça, nous, dans un projet de loi? Parce que vous dites, on ne le met pas dans le projet de loi, on le met dans un guide de pratique. Il faudrait juste qu'on s'assure qu'il n'y ait pas des contestations judiciaires à l'infini. Parce qu'on n'y arrivera pas à définir ça existe ou ça n'existe pas. Là. Ça, c'est le secret de la caramilk. Là. On ne le trouvera pas aujourd'hui. Alors, comment on fait ça, nous autres? Honnêtement, la réponse courte, à mon avis, là, c'est de ne pas du tout parler de démence heureuse dans le projet de loi. Et ce sera parce que ça n'appartient pas aux législateurs de parler de démence heureuse. Et ça, je dis ça en tout respect, ce n'est pas du tout péjoratif ce que je dis. C'est une question vraiment clinique. Alors, il y en a qui... Et vous avez, je pense que c'est vous qui avez dit ça tout à l'heure, que la démence heureuse, c'est dans les yeux de la personne qui regarde l'autre. Et ce n'est pas la personne qui est démente qui pense ça. Et je pense qu'il faut tous aller revoir l'extraordinaire témoignage de Jude Poirier lors de votre commission. Et moi, c'est sûr que comme neurochirurgien, je suis un petit peu biaisé, je suis très organiciste, là, mais la démence heureuse, pour moi, là, c'est une vue de l'esprit. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est un patient qui est calme, qui est souriant, puis qui, bon, c'est ça. Mais ce n'est plus la même personne que cette personne-là a été pendant 50, 60, 70 ans. C'est ça qui est le plus important. Et je m'appuie beaucoup sur Jocelyne Downey, qui est une grande avocate, là, et qui a dit, écoutez, faites simplement écrire démence heureuse dans les critères, puis ça va régler le problème philosophique. Ben, peut-être pas philosophique, mais en tout cas le problème légal. C'est tout pour moi. Merci, Dr. Espérance. Merci, M. Marix. Nous complétons cet échange avec la députée de Joliette. Bonjour, Dr. L'Espérance. Merci beaucoup pour votre présentation. On va continuer là-dessus. Écoutez, vous n'avez pas assisté à toutes nos délibérations qui ont duré des dizaines et dizaines et des centaines d'heures, en fait, sur ce sujet-là notamment. Je vous amène un petit peu plus loin. Vous, en fait, votre logique, vous aviez été clair aux auditions. Vous estimez que la souffrance anticipée, elle est suffisante et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une souffrance contemporaine au moment de l'administration de l'aide médicale à mourir, au moment 2. Vous me corrigerez si j'erre dans l'interprétation. L'enjeu avec ça, si on suit cette philosophie-là, c'est que les critères sont moins exigeants pour une demande anticipée que pour une demande contemporaine. On ne serait plus obligé d'avoir une présence de souffrance au moment de l'administration, alors qu'on l'exige pour une personne qui a un cancer, pour une personne qui a une SLA. Comment peut-on réconcilier ça philosophiquement, alors qu'on devrait être encore plus vigilant pour une personne qui n'est plus apte à nous témoigner comment elle se sent? Je pense que c'est vraiment un élément avec lequel on a eu extrêmement de mal et c'est ce qui fait en sorte que la souffrance contemporaine est toujours un critère dans la loi. Moi, je vous soumettrai que je pense que c'est une bonne orientation, parce que je ne vois pas comment on ne pourrait pas avoir les mêmes critères pour la demande anticipée. Oui, vous avez raison, mais à mon avis, si je peux me permettre, la réponse... D'abord, bonjour, Mme Yvon. La réponse, c'est dans l'aptitude. On demande que le patient exprime une souffrance physique, psychologique ou existentielle lorsqu'il est apte dans le cadre actuel de l'aide médicale à mourir. Mais bien évidemment,
lorsque le patient n'est plus apte, il ne pourra pas exprimer sa souffrance existentielle. Il pourra exprimer une souffrance physique, que ce soit par des plaies de lit, que ce soit par tout ce que vous voulez, ça a déjà été discuté. Mais la problématique se rencontre, et c'était relativement étroit, chez les patients qui n'ont pas de souffrance physique évidente ou objectivable, mais on ne peut certainement pas évaluer leur souffrance existentielle. Ils sont devenus inaptes. Et c'est pour ça que dans les demandes médicales anticipées, le patient peut dire « Moi, je ne veux pas vivre ça », parce que ça, c'est son existence, c'est sa dignité à lui. Et bien évidemment, lorsqu'il est devenu inapte, on ne peut plus évaluer ça. Là-dessus, je vous suis complètement. Sauf qu'on va se retrouver avec un régime où n'aurait droit à l'aide médicale à mourir chez les patients devenus avec une maladie neurodégénérative que ceux qui ont une souffrance physique que l'on pourrait objectiver, alors qu'ils ne pourront pas objectiver ou ils ne pourront pas décrire leur souffrance psychologique ou existentielle. Bon, l'autre chose, si un patient pleure toute la journée dans son lit puis qu'il se balance, on va dire « Ah, ben lui, il a une souffrance existentielle. » On va dire « Ben non, il pleure, il est peut-être juste déprimé. » On ne le sait pas. Il est devenu inapte. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est l'aptitude qui est le cœur de tout ça. L'aptitude lorsque le patient était lui-même ou elle-même. Les deux s'englobent. En tout cas, je ne referai pas le débat qu'on a fait pendant des heures, mais il y en a qui nous disent que l'errance, l'agressivité, l'agitation incontrôlable, ce sont des signes de souffrance qui peuvent être physiques, mais qui peuvent être de différents ordres. Donc, il y en a qui nous disent que c'est tout à fait possible d'évaluer, même avec une personne qui est non-verbale, des manifestations de souffrance. Oui, bien, c'est exactement ce que je vous ai dit avant. Il y a des choses qui sont objectivables, quelques mais la personne qui est dans le fond de son lit ou de son fauteuil, qui est souriante, qui a de l'incontinence, dont la vie n'a plus de signification pour elle-même par rapport à ce qu'elle était avant, on ne peut pas le savoir si elle a une souffrance existentielle. Par définition, elle est devenue inapte. Si elle n'a pas de souffrance physique, est-ce qu'on va lui refuser l'aide médicale à mourir parce qu'elle n'a pas de souffrance physique évidente ou en tout cas objectivable, alors qu'elle a une souffrance existentielle? Mais on ne peut pas le savoir si elle a une souffrance existentielle parce que ce n'est plus la même personne qu'elle était auparavant lorsqu'elle a fait sa demande anticipée. Mais je comprends qu'au point de vue philosophique... Oui, mais c'est ça, mais il faut aussi se questionner, est-ce qu'il y a des limites? Je veux dire, on veut faire l'avancée, mais est-ce qu'en même temps, il n'y a pas des choses qui, par essence même, sont des limites puis qu'on ne pourra pas tout à fait inclure? En tout cas, je pense que c'est une question pour nous à vraiment débattre. J'avais 1000 autres questions, puis j'ai plus de temps, très technique. Donc, malheureusement, Madame la députée. je les poserai à d'autres médecins, mais merci infiniment. Ça me fait plaisir de répondre. Mais une barrière finale, le déficit intellectuel sans aptitude. Ça, c'est... Merci beaucoup, Dr L'Espérance, pour votre contribution à nos travaux. La commission suspend ses travaux jusqu'à 16h25. Merci beaucoup. Merci à tous.